Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Alain Dinin. Bonsoir. Vous êtes le PDG du groupe immobilier Nexity. Alors vous êtes à la fois promoteur et aussi agent immobilier parce que par exemple le réseau Century 21 c'est vous. Et vous avez publié hier vos résultats financiers avec un chiffre d'affaires en hausse à 2,8 milliards, une part de marché en hausse également. En revanche, les réservations de logements et de terrains à bâtir sont en baisse de 12% et de même votre bénéfice net recule de 23% à 41,8 millions. Un chiffre d'affaires en hausse, la crise immobilière apparemment globalement vous épargne. Elle ne nous épargne pas parce que, comme vous le citiez, on est à moins 11% en termes de réservation de logements. Le résultat net baisse, mais de façon beaucoup plus importante pour des raisons de traitement comptable de ce qu'on appelle les impairment tests et les goodwill, et puis aussi l'impôt sur les sociétés qui a beaucoup augmenté avec les mesures que le gouvernement a prises. On est à un taux d'imposition de 44%, ce qui est quand même un taux très élevé. Indépendamment de ça, oui, Nexity va bien, mais mieux que le marché, mais le marché quand même à moins 25, moins 30, Nexity fait moins 11, donc on a quand même quelques soucis en tant que Nexity, mais surtout les vrais problèmes sont les problèmes du marché immobilier. Alors, vous faites mieux que vos concurrents, pourquoi ? Alors, on fait mieux que le marché en général. Alors, parce que d'abord, nos cibles de clientèle et nos organisations sont nationales. On travaille sur l'ensemble des marchés. Et puis, on travaille sur une multitude de produits. On est producteur de résidences étudiants, on est producteur de résidences personnes âgées. On vend beaucoup aux bailleurs sociaux, donc au monde du logement social, les fameux 20% de logements sociaux dans les programmes et dans les villes. On vend à la primo-accession, on vend aussi à l'investisseur privé. Il y a quelques promoteurs qui sont ou localisés dans des zones urbaines qui sont en dépeuplement. Et dans certaines zones, on voit bien que le marché se contracte parce qu'il y a moins d'économies et moins de possibilités de se développer. Et puis d'autres sont trop spécialisés sur les métiers, par exemple, de la défiscalisation ou sur les métiers du tourisme et souffrent plus que nous. Globalement, c'est quand même un marché qui est à l'arrêt. En France, en 2012, on sera à un niveau de construction de logements tout produit confondu, logement social, maison individuelle et le secteur dont nous nous occupons chez Nexity, qui est le résidentiel, à 300 000 logements. Là où le président de la République dit « j'en veux 500 000 », il en manque 200 000. Il en manque 200 000, mais surtout on arrive à être à un point bas des 15 dernières années, et malgré les mesures que le gouvernement a prises pour 2013, le nouveau Duflot qui remplace, pour les initiés, le CELIE, c'est-à-dire de l'investissement locatif privé, le prêt à taux zéro qui a été amélioré, les programmations de loi sur la transformation du droit de l'urbanisme, tout ça prend trop de temps et pas assez incitatif à la construction. Ce n'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Le marché, la production de logement va rester au mieux dans cette zone des 300 000. Si l'année prochaine, plutôt cette année 2013, nous produisons moins de 300 000 logements, ça sera le plus bas chiffre de construction de logements depuis 50 ans en France. Or, le gouvernement doit s'en occuper parce que, au-delà du besoin que les villes ont de se construire et d'accueillir leur population, au-delà des chiffres dramatiques que la Fondation Abbé Pierre a sortis la semaine prochaine sur le mal logement, le logement, c'est aussi 1,8 emplois quand on construit, donc le BTP souffre terriblement de cette insuffisance de production. Puis c'est de la TVA qui rentre dans les caisses de l'État. Et donc, il y a beaucoup de mesures à prendre, mais des mesures rapides. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement du projet de loi sur le logement et l'urbanisme qui est en cours de discussion et qui devrait en principe être présenté dans les prochains mois, peut-être d'ici l'été? Alors, en fait, au départ, il devait déjà être programmé en juin. Alors maintenant, on vient d'apprendre qu'il serait plutôt en septembre-octobre. Alors, il faut faire les choses. Effectivement, il faut s'occuper de la programmation de l'urbain dans les villes. Ceci étant, ça prend beaucoup de temps parce que là, on est dans l'exercice démocratique. Il va falloir, prenons une hypothèse que on parle de zones urbaines et qu'on décide que la construction maintenant se réfléchit en termes de zones urbaines, ce que les spécialistes appellent le PLU intercommunal. Ça nécessitera qu'on le vote, que les recours puissent se mettre en place, que les associations et les gens des villes puissent en parler. Ça va prendre 3-4 ans. Donc, ce sont de bonnes mesures sur le long terme, mais ça ne règle pas le problème à court terme. Dans le court terme, c'est ça. À court terme, il faut resolvabiliser de la clientèle et trouver une nouvelle clientèle. Donc, de nouvelles aides, des fiscalisations, comment ça passe par quoi ? Il faut fabriquer, par exemple, un cellier, un Duflot, anciennement cellier. Il faut fabriquer un Duflot pour les institutionnels, par exemple pour l'assurance vie. Non pas obliger l'assurance vie à venir dans le logement, mais l'inciter. Voilà, un peu comme ça avait été fait il y a quelques années, quand on avait voulu que certaines sociétés foncières investissent dans de l'immobilier d'entreprise, dans des bureaux. On avait créé ce qu'on appelle le régime SIC, c'est-à-dire un régime où la fiscalité est réduite en cas de revente. Bien, il y a des mesures à prendre dans ce domaine, et ça, ce sont des mesures qu'on peut prendre vite et qui peuvent avoir un effet très accélérateur sur la production de logements en France en 2013. Pour résoudre la crise, est-ce que ce chiffre de 500 000 logements par an, pour vous, est un bon chiffre, effectivement? Et si oui, sur combien d'années? Alors, d'abord, il faudrait fabriquer 500 000 logements pendant 15 ans pour absorber
la démographie, la croissance actuelle et surtout le regroupement urbain. Bon. En fait, ce qu'on n'a pas beaucoup en tête en France, c'est que la population est de plus en plus urbaine et elle a vocation à devenir de plus en plus urbaine. Dans les 20 ans, on va avoir à peu près 10% de la population française qui va se rapprocher des grandes villes. Donc pour ça, il faut pouvoir les accueillir et donc il faut produire 500 000 logements, mais pas n'importe où, justement dans les grandes zones urbaines. Alors comment ça, des zones urbaines de plus en plus étendues ou est-ce qu'il faut à nouveau construire en hauteur? Alors il faut des zones urbaines plus étendues, mais il faut aussi accepter la densité. Il faut poser, par exemple, quand on est en Île-de-France, de savoir si on peut construire dans les zones inondables autour de la Seine. Est-ce qu'il faut repenser ces sujets-là? Il faut repenser la densité, il faut repenser les prix des terrains, il faut repenser qui doit décider du permis de construire. Et puis il faut poser la question de savoir si tout le monde a le droit de faire un recours et de bloquer une opération. Alors qui doit en décider, par exemple, permis de construire? Alors ça, c'est un sujet politique. Ouais, mais vous avez une idée, forcément. Alors, sur une zone urbaine importante, il serait légitime aujourd'hui de ne plus regarder la division administrative de la zone, mais le territoire. D'ailleurs, on le voit bien, Delanoë et M. Huchon se bagarrent entre est-ce que l'Île-de-France, le Grand Paris, c'est la région, ce que, par exemple, à titre personnel, je pense que ça serait la bonne mesure, alors que M. Delanoë voudrait un Paris métropole. Et là aussi, à quel endroit est-ce qu'on coupe les frontières, etc. Tous ces problèmes de division administrative, tous ces problèmes d'empilage de décisions, puisqu'on en a beaucoup parlé, la Cour des comptes s'est beaucoup emparée du sujet des régions et des collectivités. Tous ces éléments-là sont des freins à la fluidité. Et donc, quand c'est pas fluide, il y a peu de permis de construire. Et un permis de construire, c'est rare. Donc, c'est cher. Donc, les terrains remontent. Vous voudriez centraliser la prise de décision pour les permis de construire? Je pense qu'il faudrait réfléchir en zone territoriale. Je ne suis pas la notion... Enfin, on parle de régulation du marché. Il faudrait aussi, par exemple, réguler le prix des promoteurs pour éviter, dans certains cas, de profiter, entre guillemets, de tel ou tel avantage. Je pense par exemple en zone en rue où la TVA est à 7% et qui fonctionne bien, parce que la TVA en France, rappelons-le, est à 19,6%, elle va passer à 20%. C'est un élément important du prix de vente d'un logement. Quand aujourd'hui on parle beaucoup de l'Allemagne et des prix du logement, savez-vous qu'en Allemagne, il n'y a pas de TVA sur le logement, donc c'est juste 20% de prix en moins. Mais l'Allemagne est un pays quand même de locataires plus que de propriétaires. Alors par rapport pourquoi? à la France. Parce que l'Allemagne, depuis 30 ans, a eu une pérennité sur ses lois, a eu des textes de loi qui se sont établis une fois et qu'on n'a pas remis en cause de façon majeure. En France, le sport, c'est de changer de loi tout le temps. Un texte fiscal tous les 15 jours. Une loi sur le logement tous les 18 mois dans les 30 dernières années. Comment voulez-vous que dans une chaîne de production qui dure 4 ans, tous les 18 mois, on vous arrête et on vous dit « Ah, stop, vous êtes au milieu de la production, il faut transformer le produit, faut transformer... Les règles, c'est plus celle-là. Tiens, c'est plus 20% de logements sociaux, c'est 25%. » Je ne dis pas que c'est pas bien, mais simplement, c'est plus le cellier, c'est le Duflot, mais avant, c'était le Périssol, après, ça a été le Besson, le Robien, etc. Et tous ces éléments-là, et quel que soit le gouvernement, et tous ces éléments-là font que vous avez des coups de frein. Donc blocage, comme sur l'autoroute, hein, un bouchon. Puis tout d'un coup, ça se redébloque. Alors ça se redébloque et celui qui part le premier, il accélère et les prix montent. Et en même temps, les populations arrivent, cherchent à se loger, elles ne trouvent pas de produits neufs suffisamment en production. Elles vont sur le stock, c'est-à-dire sur l'ancien, et ça fait monter les prix de l'ancien dans les zones urbaines denses. Parallèlement, il y a des zones qui se vident, où effectivement le produit baisse de façon importante et on touche le patrimoine des Français. Tous ces problèmes-là ont besoin d'une autorité politique, de décision politique majeure qui permettront en final de réguler le marché, de recréer une chaîne du logement qui part du très très défavorisé, comme je le citais tout à l'heure, de la Fondation Abbé Pierre, jusqu'aux promoteurs privés ou aux logements pour gérés par les compagnies d'assurance. Cet ensemble de chaînes a besoin d'être repiloté de façon majeure. Et ni le président de la République actuelle, ni le précédent n'ont vraiment pris la mesure de l'ensemble de ces sujets-là, même si je dois dire que je trouve que le gouvernement actuel est plutôt proactif dans ce domaine. Après, il faut oser se fâcher avec les élus locaux, il faut oser se poser la question du financement de la collectivité, il faut oser se poser la question de la régulation des prix chez les promoteurs, de la façon dont l'épargne doit s'orienter. Enfin bon, les élus locaux sont frileux, non? C'est ça? Les élus locaux, ce sont des élus locaux, donc qui sont tout à fait légitimes. C'est eux qui connaissent leur ville. De dire qu'ils ne doivent pas donner le permis de construire, ça serait une stupidité. Ils doivent s'occuper du permis de construire. Mais bon, quand ils sont en période préélectorale, comme en 2014, certains d'entre eux hésitent un petit peu à se dire, après tout, est-ce que je lance un chantier actuellement? Est-ce que je donne un permis de construire? Est-ce que le foncier existe en France? Il n'y a pas de problème de foncier, globalement, en fait, dehors des des limites qu'on connaît. Excepté si on habite dans Paris intramuros ou dans Lyon, plein centre. La France n'est pas un pays dense, donc il y a du terrain. Il y a du terrain, il faut que ce terrain soit constructible, il faut que les prix
à la vente soit régulé, c'est-à-dire que l'ensemble de chaînes soit dans un cercle que j'appellerais vertueux, contraint forcément, moins de marge pour les promoteurs, mais moins de marge aussi pour les propriétaires fonciers, peut-être moins d'argent directement dans la poche d'un certain nombre de collectivités. Tout ça pour fabriquer un produit moins cher, pour que les gens... Parce qu'au fond, tout ça, on ne l'a pas dit, mais on traite de la solvabilité des ménages, on traite du besoin des gens de se loger, on traite de la division des familles quand il y a des divorces, comment fait-on pour avoir 2 logements alors qu'on a les moyens d'en avoir qu'un seul à 2. Il y a le vieillissement de la population, il y a des problèmes de société majeurs. Et je pense que ça nécessite une refonte totale avec des mesures long terme, ce que le gouvernement imagine sur ce qu'on appelait tout à l'heure les PLU intercommunaux, puis des mesures court terme qui sont comment débloquer la situation. Et là, il y a quelques mécanismes, et forcément, à chaque fois, on va se poser de savoir comment ça peut se faire. Le marché n'est pas un marché libre, donc ça veut dire que l'État doit à chaque fois investir et avoir un retour qui va être plus de TV collectée, moins de chômage, plus d'emplois et puis surtout un climat de vie et une confiance des gens qui sera améliorée de façon nette. Et quand vous dites moins de marge pour les promoteurs, vous seriez prêt, vous, à baisser justement vos marges ? On a proposé déjà chez Nexity il y a 3 ans par écrit, et puis depuis quelques années, depuis 2 ans, on le fait par exemple sur la mairie de Saint-Ouen ou la mairie de Nanterre avec le maire. On est dans ce qu'on appelle les prix maîtrisés, c'est-à-dire que le promoteur s'engage à ne pas vendre à plus cher qu'un tel prix, qui est en général 10-15% moins que le marché. Mais en contrepartie, le propriétaire du terrain vend moins cher son terrain. Et en contrepartie, la collectivité donne plus de densité, on construit un peu plus haut, on construit des appartements de taille un peu plus compacte. Qu'est-ce que ça a donné alors ? Ça a donné, par exemple, pour des villes comme Saint-Ouen ou pour Nanterre, une population qui accède à la propriété ou qui peut d'ailleurs louer si c'est un investisseur qui a acheté. Les prix se sont baissés, les prix de terrain se sont mieux tenus et voilà. Et la ville peut accueillir la population qui correspond à ses attentes. Au fond, tout le monde a été assez gagnant. Au départ, ça a crispé un peu, ce qui est normal. Hein, tout le monde s'est un peu contracté. Et puis petit à petit, tout le monde a vu l'intérêt pour tous de le faire et pour nos clients. Nous, plus de clients pour les promoteurs privés, avec une marge un peu plus faible, mais plus de clients, on s'y retrouve. La ville, une population qui se plaît et qui permettra au maire prochainement d'être réélu, probablement. Et puis une collectivité qui a retrouvé la capacité d'emploi, la création de chantiers, avec tout ce que ça peut impliquer comme activité économique. Voilà. En début d'année, à travers le réseau Century 21, vous avez dit on va proposer aux vendeurs de baisser leur prix. Alors, est-ce que vous l'avez fait et quel retour vous avez eu ? On a proposé à un certain nombre de vendeurs de constater simplement que dans certaines zones, leur prix n'était pas adapté à la situation. Voilà. Globalement, ça n'a pas donné d'effet majeur, parce que bien entendu, quand vous êtes propriétaire de votre appartement, vous vous dites que vous n'avez pas envie de le voir baisser. Seulement, il faut être un peu raisonnable. Les prix ont doublé dans les 10 dernières années. La plus-value attendue par un propriétaire, si on vous a dit que ça a doublé, peut-être qu'à 95% au lieu de 100% de plus-value, vous pourriez vous en satisfaire. Mais au fond, la question de la revente du logement, c'est aussi un problème de confiance. Je revends mon logement que si, en général, je peux en acheter un autre. Mieux situé ou dans une situation de famille différente, avec par exemple un enfant de plus. Bon, il faut qu'il y ait un acheteur, que cet acheteur pense que les prix ne vont pas baisser de façon continue ou qu'il trouve un financement. Il faut un vendeur qui, lui, soit moteur dans son choix. Si vous n'êtes pas obligé de vendre, vous n'allez pas vendre maintenant parce que... Donc ça n'a pas fonctionné, cette initiative oui, pour l'instant. Je suis peut-être un peu long, mais effectivement, ça n'a pas fonctionné parce que le marché n'est pas encore convaincu, et nous non plus d'ailleurs. En Ile-de-France, il faudrait doubler la production de logements neufs. Tant que je ne produis pas plus de logements neufs, il n'y a pas de raison que le flux de population fasse baisser le prix du logement ancien. Donc peut-être que les prix du logement ancien en Ile-de-France, par exemple, vont baisser de 3-4%. Quand vous avez doublé dans les 10 dernières années, avant de retrouver un prix d'il y a 10 ans, il va couler de l'eau sous les ponts. Est-ce qu'on est dans une bulle immobilière ou pas ? Alors, la notion de bulle immobilière, c'est lorsque vous avez trop de produits à un certain prix et pas assez de demandes. En France, nous sommes exactement dans l'inverse. Il y a beaucoup de demandes de logements. Lorsque la semaine dernière, Nexity a plutôt lancé 39 logements à 7 100 € le mètre carré moyen, ce qui est cher, il y a 34 clients qui achètent dans le week-end sur 39. Donc il y a une forte demande et pas assez d'offres. Une bulle immobilière, ça explose quand l'inverse. Il y a beaucoup d'offres et pas de demande. Donc il n'y a pas de bulle immobilière. Maintenant, il y a une contraction de l'ensemble du dispositif parce que tout est devenu trop cher pour les gens et pour leur capacité, leur confiance aussi en l'avenir, en la croissance. Donc il faut faire baisser les prix. Alors il faut faire baisser les prix du logement neuf.
il faut produire plus de logements neufs pour qu'à un moment donné, ça fasse baisser les prix de l'ancien. Et pour tout ça, il faudrait arriver à ces fameux 500 000 logements par an. Et comme on vient de l'évoquer, on en est loin. Merci Anna Dillin, PDG du groupe immobilier Nexity. On peut retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci à vous.